Alors on a décidé, merci beaucoup à vous toutes et à vous tous d'être venus aujourd'hui. Merci à la Fondation Hossein Asla de nous avoir donné cette occasion de vous rencontrer. Et je suis bien heureux de rencontrer ici d'anciens de mes étudiants des années 70, mais aussi des représentants de la famille Asla, mais aussi d'autres familles algériennes, dont si l'IS ici présent, dont la famille a été une des chevilles ouvrières, sinon la plateforme de lutte à Marseille de la Fédération de France du FLN. Merci Ilyes Belhawez d'être venu au nom de votre famille, présent aujourd'hui à notre rencontre. Comme beaucoup d'autres jeunes qui sont ici et qui viennent nous rencontrer pour pouvoir discuter avec nous, échanger avec nous sur la question de l'histoire et de la mémoire. Alors comme vous le savez, ces questions-là sont des questions qui agitent beaucoup la société algérienne, à la fois la société politique, mais aussi le pays profond, c'est-à-dire des gens, des anonymes, de nouvelles générations, les jeunes qui sont aujourd'hui impliqués dans les luttes et dans tous les combats pour un mieux vivre dans notre propre pays. Alors, évidemment, après toutes ces remerciements, pardon, il y a lieu de rentrer dans le vif du sujet. Vous savez que aussi l'histoire et la mémoire sont des sujets qui préoccupent la société pour diverses raisons, et principalement pour des raisons politiques. L'histoire est chargée de connotations qui sont liées, qui sont en relation directe avec la question du pouvoir. Pourquoi l'histoire a un rapport direct avec la question du pouvoir? Parce que le pouvoir représente à la fois l'autorité publique, l'autorité politique qui décide de notre sort, mais cette autorité politique et cette autorité publique ne peut continuer à fonctionner et à exercer en tant qu'autorité politique et autorité gouvernementale que si elle est couverte de légitimité. Or, l'histoire, depuis longtemps, procure aux diverses autorités, à la fois politiques et aussi morales, elle leur procure souvent de la légitimité, et quand elle n'est pas en mesure de leur produire de la légitimité, les pouvoirs et les autorités publiques, politiques et autres, vont chercher dans le garbage, dans le fouillis de notre histoire commune, des éléments qui justifient leur présence et leur autorité à la tête du pays. Mais l'histoire aussi, elle a un double effet. Autant elle peut légitimer une présence autoritaire ou d'autorité, qu'elle peut délégitimer cette présence et cette autorité. Délégitimer parce que dans l'histoire, il est possible que dans les meilleurs des cas, on ne trouve pas trace de ces autorités dans l'histoire de la lutte de libération ou dans l'histoire du mouvement national. Et donc il va falloir créer de toutes pièces, fabriquer de toutes pièces, une histoire sur mesure, un costume sur mesure, un costume 3 pièces, avec cravate si possible. Et donc la personne, enfin le chercheur qui travaille sur l'histoire contemporaine de l'Algérie va se trouver pris dans un étau entre la nécessité de relater les faits, rien que les faits, de les présenter de façon à ce qu'il y ait du sens dans ce que nous avons vécu, dans ce que nos parents et nos arrière-parents ont vécu, dans ce que les générations qui nous ont précédés
ont vécu depuis, disons, au moins depuis la conquête coloniale. Et la conquête coloniale, c'est aussi l'histoire de la résistance à cette conquête. Et donc nous avons en fait deux histoires dans une. Il y a l'histoire de la domination étrangère en Algérie et l'histoire de la résistance à cette domination étrangère en Algérie. Mais en même temps, comme je le dis souvent à mes étudiants quand j'enseignais encore il n'y a pas longtemps, à chaque fois que une victime dont sa résistance tombe sur le champ d'honneur, il y a aussi à côté quelqu'un qui a collaboré avec la domination. Donc l'histoire, elle a double face, elle a deux versants. Il y a le versant de la résistance et donc l'héroïsation ou l'épopée qu'on peut aussi être en droit de relater dans certaines circonstances et dans certains milieux, mais il y a aussi le versant de la collaboration. Or, ce versant de la collaboration, dans la plupart des cas, il est plus ou moins effacé, plus ou moins oblitéré, plus ou moins réduit, disons, pour ne pas être apparent dans l'histoire contemporaine de l'Algérie d'aujourd'hui. Or, il est important de regarder cette histoire des deux côtés, dans les deux versants. Parce que chaque fois qu'il y a un héros qui se lève, qui se dresse, il y a un collaborateur qui lui tient la main. Donc au fond, je dis toujours, l'histoire n'est pas une histoire comme un grand fleuve qui coule sans interruption vers un destin qui est la mer. Comme disait Nietzsche, c'est en se jetant à la mer qu'un fleuve est fidèle à sa source. Mais ce fleuve va drainer avec lui autant les faits héroïques que les faits qui sont les faits de la collaboration et de parfois la trahison. Et c'est pour ça qu'il est important pour un historien de se démarquer par rapport au discours politique dominant, par rapport à l'histoire officielle et par rapport à l'histoire des partis politiques, qu'ils soient de droite, de gauche, islamistes ou laïques. Et là, c'est l'enjeu premier de cette histoire, comment faire en sorte que nous puissions apporter à la génération d'aujourd'hui et à leurs héritiers ou à ceux qui sont encore là, comme Belhaoues, comme Elias Belhaoues ici présent, comment leur apporter du sens à ce qu'ils ont vécu, à ce que leurs parents ont vécu ou leurs arrière-grands-parents ont vécu. Et nous, en tant qu'historiens de la génération des années 60-70, et vous allez entendre ensuite la génération qui m'a succédé et qui est en train de prendre la relève aujourd'hui, nous avons été formés à une méthodologie, à une approche de l'histoire et à un récit qui en fait a été construit, élaboré pour rendre compte de la domination française en Algérie. En un mot, cette histoire et ces outils d'écriture de l'histoire que nous avons apprises, c'est une histoire et des outils de l'histoire qui ont été fabriqués par l'occupant, par la puissance occupante, dominante française en Algérie. Quand je dis cela, je ne le dis pas en termes politiques. Ce n'est pas seulement une politique de l'occupation et une politique de la domination, c'est aussi une grille de lecture de notre histoire. Derrière cette grille de lecture de notre histoire, nous avons été formés à une méthodologie, à une théorie de l'histoire qui repose essentiellement, pour aller très vite, sur 2 ou 3 piliers. Le premier pilier, c'est le positivisme, c'est-à-dire on ne traite que des faits et rien que des faits. Et on essaye de mettre ces faits en contexte pour en tirer du sens. Tirer du sens du contexte dans lequel ces faits se sont déroulés en histoire,
c'est aussi les mettre en scène, c'est-à-dire les mettre en situation. Et la mise en situation, aussi d'après la méthodologie que nous avons acquise, c'est de faire la sociologie, c'est de faire l'anthropologie, c'est de faire l'étude des niveaux de vie des populations, et à partir de là, comprendre le politique, comprendre les institutions, comprendre les luttes et les crises qui se sont déroulées depuis 1830 jusqu'à nos jours. Or, d'une manière générale, ces éléments dont je viens de parler, qui vont être pour nous la grille de lecture de notre propre histoire, ça a été fait pour pouvoir être rempli, cette grille de lecture a été faite pour pouvoir être remplie par des données qu'on appelle les archives, et principalement les archives écrites. Or, ces données qui sont accumulées dans le gouvernement général de l'Algérie, ici, qui est devenu le gouvernement général de l'Algérie indépendante, et ces données qui sont enregistrées et préservées dans les fonds d'archives français, donc pour nous, ils sont rédigés et sont établis pour rendre compte à l'autorité politique souveraine de l'Algérie coloniale, c'est-à-dire à l'État français, de l'activité de l'autorité civile et militaire en Algérie. De même que ces éléments d'archives, de documents qui nous sont demandés de traiter et d'exploiter sont aussi des archives militaires établies par les autorités militaires françaises d'occupation en Algérie. Et donc on s'est retrouvé progressivement arrivé après la licence, entrant dans la recherche historique, diplôme d'études supérieures puis doctorat, on s'est retrouvé mis en demeure, assigné à tenir compte de ces archives écrites pour pouvoir écrire notre propre histoire. Or, ces archives écrites pour pouvoir écrire notre propre histoire ont été établies pour écrire l'histoire de la France coloniale et non pas l'histoire de l'Algérie colonisée. Donc c'est le deuxième point sur lequel nous nous sommes retrouvés et sur lequel nous avons buté, parce que pour pouvoir faire valider notre travail de recherche en diplôme d'études supérieures ou en doctorat de troisième cycle ou en doctorat d'État, il fallait absolument parcourir ce chemin, traiter ces archives comme les ont traitées les Français dans les universités françaises, d'une manière académique, pour pouvoir rendre compte de notre propre histoire. Or là, il s'est trouvé que cette histoire de la France coloniale, comme je viens de le dire, pour nous ne nous satisfaisait pas. Et en 1980, à la fin de la soutenance de thèse, nous nous sommes retrouvés avec nos propres professeurs à Oran, et nous avons fait au niveau de l'URASC, ce qui va devenir le CRASC d'Oran, Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle, avec nos professeurs comme Charles-Robert Ageron ou René Galissot, qui nous ont formés et qui nous disaient qu'en fait, il ne pouvait pas y avoir d'histoire sans référence à la seule source valide et reconnue pour l'écriture de l'histoire, qui est la source écrite. Et nous avons défendu, on était une petite poignée, pas la peine de les nommer, en disant, si vous nous obligez, si vous nous mettez en demeure de n'écrire qu'avec les archives écrites, c'est-à-dire que nous écrirons non pas l'histoire de l'Algérie colonisée, mais l'histoire de l'Algérie française coloniale. Et donc nous avons quelque part fait une rupture avec nos propres maîtres. C'est la première rupture. Et la première rupture va nous amener à une prise de position qui est celle de retrouver en fait le sujet réel de notre propre histoire. Et le sujet réel de notre propre histoire, c'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, c'est-à-dire ceux qui nous ont précédés, les générations qui nous ont précédés, celles qui ont eu la chance de laisser une trace orale, qui a été transmise de père en fils ou de mère en fille, la transmission transgénérationnelle de la mémoire,
Et cette transmission transgénérationnelle de la mémoire nous est parvenue par divers courants, par divers canaux, par divers ruisseaux, qui sont soit la poésie Sha'al Melhoun, soit la poésie populaire dans les villages kabyles ou dans les Aurès ou dans les autres régions du pays. Et elles nous sont revenues aussi par la chanson, mais aussi elles nous sont revenues par les survivants. Or, ces survivants qui ont contribué à la résistance, à la lutte de libération ou parfois à la collaboration, il était très important d'enregistrer leurs propres paroles. Pourquoi? Parce que leurs propres paroles étaient portées par une autre logique, par une autre vision du monde, par une autre façon de peser les choses. Par exemple, la question du rapport à la société, la question du rapport au voisinage, la question du rapport à la région, la question du rapport au pays tout entier se posait pour les générations des années de l'entre-deux-guerres, les années 20, les années 30, à l'époque de l'étoile nord-africaine du PPA, mais aussi à l'époque de la Fédération des élus, à l'époque du Parti socialiste SFIO ou du Parti communiste algérien. Donc cette question-là se posait, comment voyaient-ils à ce moment-là leur propre pays, comment ils voyaient leur propre pays, au moment où était encore en vigueur le code de l'indigénat qui avait été élaboré pour maintenir les Algériens dans leur petit horizon fermé, qui est celui de la Dechra, du Douar ou du petit village kabyle, et qu'il était interdit, sauf autorisation de l'administration civile, de administrateur civil, de franchir les limites du Douar sans autorisation, sinon cela relevait du tribunal administratif. Donc au fond, il faut bien vous mettre à l'esprit qu'à cette époque-là, les Algériens, leur horizon, c'était un horizon local, c'est-à-dire qu'ils ne voyaient pas plus loin que les possibilités que leur permettait leur propre regard ou leur déplacement dans les transhumances courtes, de faible amplitude. Et donc ils ne savaient pas, au fond, sinon par transmission orale, qu'est-ce qui se passait dans le Hadna, dans les Biben, dans les Ziben, ou bien dans les monts de Tlemcen, ou dans les Bni Shogran, dans la région de Maaskar, ou ailleurs dans le nord constantinois. Donc, il se posait le problème du rapport entre local et national. Comment se forger progressivement la question de la vision des gens politiques qu'il existait bien une identité qu'on appelait l'identité algérienne, alors qu'ils étaient considérés dans tous les écrits, dans tous les documents, dans toutes les archives, comme des indigènes musulmans. Qu'est-ce que ça veut dire indigène musulman dans l'esprit des gens de l'époque? Et donc cela, il fallait en rendre compte, non pas par les archives et les notes des administrateurs civils et du commandant des unités militaires, mais par les gens eux-mêmes. Et donc le rapport à la société, le rapport aux gens d'à côté, le rapport à Achaïr ou Qaba'il, c'est-à-dire aux communautés du voisinage, tout cela était important pour nous pour donner du sens à ce qui était le saut qualitatif en avant, qui était celui du nationalisme, et pas seulement du nationalisme réformiste, et principalement, particulièrement, du nationalisme indépendantiste, c'est-à-dire du nationalisme qui visait, qui portait la séparation de l'Algérie vis-à-vis de la France. Et ça, c'était extrêmement important de lui donner du sens de façon... Et pour cela, il a fallu aller à la rencontre des témoins et des acteurs, parce que les témoins et les acteurs, dans leur propre récit, dans leur propre narration, dans leur propre configuration de leur acte proprement dit, et de leur relation avec les autres, la relation avec le pouvoir, nous donnaient peut-être une idée de ce qu'était le rapport au politique. Qu'est-ce que c'était le politique pour eux, pour des gens, pour la plupart d'entre eux, qui n'ont pas été au-delà du cours de fin d'études primaires. Et ce sont ces gens-là qui parfois n'ont même pas été à l'école, ont été privés de scolarité,
pendant toute leur vie, qui ont pris sur eux la responsabilité de déclencher la lutte armée, ce qu'on appelle la révolution algérienne. Donc, au fond, cette histoire-là, pour nous, jeunes historiens de l'époque des années 80-90, enfin 90 on était plutôt jeunes, donc on a dit, maintenant, on va faire systématiquement donc, le recueil des témoignages de ceux qui ont été les témoins et les acteurs du mouvement national contemporain. Et à partir de ce recueil, nous avons en fait un corpus maintenant qui est un matériau qui nous permet de mieux comprendre les ressorts qui ont amené cette génération-là, soit à collaborer aussi, soit à résister et à franchir le pas vers le sacrifice de leur propre vie, de leur propre existence, pour que nous soyons ici aujourd'hui, ensemble, dans le boulevard qui était le boulevard de la République, le boulevard de la Régence, et qui est maintenant le boulevard Zerout Youssef. C'est extrêmement important, d'autant que ce matin, pour l'anecdote, 4 personnes d'un certain âge sont venues me voir au bureau de la revue Nart. Ils sont originaires du Nord constantinois. Ils ont lu les mémoires de Bentobal. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point les mémoires de Bentobal ont eu une résonance chez eux. Chaque pierre qui a été foulée par leurs parents, certains sont des descendants de Shahid, sont des enfants de Shahid ou de petits-enfants de Chouhada, pour eux, c'était la première fois qu'ils lisaient un travail sur l'histoire de notre lutte de libération. En fait, ce n'est pas un travail sur l'histoire de notre lutte de libération, c'est la parole d'un acteur et d'un témoin de cette lutte de libération, et qui a trouvé une résonance. En l'espace d'un mois, entre novembre 2021 et décembre 2021, 5000 exemplaires du tome 1 ont été écoulés et en rupture de stock à chaque fois pour l'éditeur. Donc il y a donc quelque part un sens qui a rejailli de ce type d'approche, c'est que les gens ont fini, enfin les lecteurs qui ont pu accéder à ce livre, beaucoup me demandent de faire une traduction en arabe parce que beaucoup d'entre eux sont des arabophones monolingues, ils ont trouvé du sens à ce qui leur est arrivé et à ce qui leur arrive aujourd'hui. Et c'est ça en fait la finalité. Un certain nombre de problèmes bien sûr sont soulevés par ces types de méthodes, disons de recueil du témoignage, mais nous appliquons pour pouvoir tenir tête à nos détracteurs qui disent en fait ce ne sont pas des documents valables, validés par la méthodologie scientifique de l'écriture de l'histoire, et ils sont validés par la résonance qu'ils trouvent dans leur propre société. Et donc au fond, la question de la validation, c'est aujourd'hui aussi une question centrale de l'écriture de l'histoire. Pourquoi, à partir du moment où nous procédons de cette façon, des gens comme aussi brillants, nous en parlerons tout à l'heure, que Amara Nourdine, dans la thèse qu'ils viennent de soutenir il y a moins de 2 ans, ou que mes propres travaux n'ont plus cours dans le cercle académique français. Ils sont illisibles et inaudibles. Par contre, ils le sont d'une manière encore de plus en plus importante dans le monde anglo-saxon, dans les pays du Proche-Orient, dans les pays de l'Asie du Sud, c'est-à-dire dans le Sud global. C'est là que nous sommes invités à venir présenter nos travaux et non plus tellement en France. Et quand nous sommes invités en France, nous sommes invités dans les banlieues des grandes villes françaises, à Gennevilliers, à Vaux-en-Velin dans la région de Lyon, dans les quartiers nord de Marseille et à Toulouse-le-Mirail dans les quartiers populaires. Pourquoi ? Parce que les travaux qu'on a faits sur l'organisation spéciale de la Fédération de France, les témoignages que nous avons recueillis auprès de la famille Belhaouès et d'autres militants, d'autres acteurs, ont une résonance non pas seulement sur la génération, la nôtre, mais ils ont une référence sur les petits-enfants des émigrés qui ont vu leurs parents sortir, défier le pouvoir colonial français, l'occupation française, l'État
impérial français dans son propre pays, dans sa propre terre. Et c'est la première fois dans l'histoire contemporaine qu'un peuple colonisé va ouvrir un front de lutte armée dans le territoire de sa métropole. Et ça, je voulais dire, en fait, un peu les enjeux très rapidement. Nous reviendrons dans le détail à partir de vos questions. J'ai un certain nombre d'éléments à dire. Pour terminer, pour ne pas trop prendre de mon temps, ça fait déjà presque 20 minutes que je suis en train de le dire, quand nous travaillons sur les archives écrites, il faut savoir qu'en 1962, avant même les accords d'Évian, c'est-à-dire avant mars 1962, des bateaux amarrés au port d'Alger transportaient les archives du gouvernement général et les archives algériennes en France. 200 000 boîtes d'archives contenant d'inestimables documents sur la période coloniale ont été transférées clandestinement par les autorités françaises d'Algérie vers la France entre 1961 et 1962. 200 000 boîtes. Ces archives concernent tous les aspects de la vie en Algérie, notamment la vie politique, administrative, sociale et économique durant la période coloniale. Donc merci à Daho pour la présentation, merci d'avoir pensé à moi, merci de nous recevoir et de nous accueillir ici pour discuter d'un sujet important, je pense qu'on le sait tous, mais surtout j'ai envie de dire inquiétant. Et vraiment il y a une grosse inquiétude à avoir, je pense, sur cette question d'histoire et sur cette question de faire sens avec notre histoire. Et cette inquiétude-là, elle vient, c'est pas un questionnement nouveau, je pense que Daho a rappelé l'enjeu de ce qui fait sens et ce qui fait histoire dans notre société. C'est d'abord une question d'archives, parce que matériellement l'historien dépend des archives, mais c'est surtout et d'abord une question de questionnement, parce que c'est le questionnement, c'est le regard de l'historien qui en vérité fait l'archive. Et c'est aussi un appel à renouveler nos questionnements qui doit être entendu. Et ce qui me semble préjudiciable à l'heure actuelle, c'est qu'on est dans une offensive qui va dans le sens contraire d'un renouvellement de notre propre questionnement sur notre histoire. Et cette offensive-là, elle est de la part d'une politique mémorielle française. On n'entend pas comme ça. Là c'est mieux. Donc, je sais pas. Oui, ça va. Ça va? Oui, oui. Ouais, allez-y. Est-ce que c'est mieux? Ah, oui, donc je reprends depuis le début ou là? Non, non. Donc comme le disait Daho, il y a véritablement un renouvellement de nos questionnements qu'on appelle depuis longtemps de nos voeux sur l'histoire. En disant cela, on ne dit pas que les historiens ne font pas leur travail. Je crois que ça coupe par intermittence là. Donc, vous voulez que j'essaie avec celui-là? Oui. Ouais, mais allez. Le sabotage. Est-ce que c'est mieux là? Non, ça c'était ça qui est le micro est là. Ça c'était pour l'enregistrement sur. Ah d'accord. Donc voilà. Donc je reviens sur l'idée d'inquiétude, et cette inquiétude vient, en tout cas, est accentuée depuis le rapport Stora, depuis la politique mémorielle et dite de réconciliation, et depuis un concept qui est repris, y compris dans nos médias, ici en Algérie, que ce soit la presse écrite, mais y compris par des collègues historiens, qui est celui de l'histoire commune. Et une des choses qu'il faut savoir, en tout cas que nous avons appris, notamment en travaillant sur les archives coloniales, biais par lequel on construit un récit de notre histoire, c'est que tout est signifiant. Il n'y a pas de détails qui ne comptent pas. Et je pense qu'une des premières lignes de faille de ce qu'était ce qu'on appelait la colonie, donc l'Algérie française, c'est le mot. C'est par le verbe également que la France s'est faite une souveraineté en Algérie, et c'est par le verbe également qu'elle avait la conscience
de sa propre vulnérabilité en Algérie. Et l'exercice auquel je me suis prêté depuis maintenant 2 ans avec le rapport Stora, que j'ai très fortement critiqué, et le dire d'emblée, je m'oppose aux recommandations Stora et je m'oppose à la philosophie de la politique mémorielle telle qu'elle est engagée par l'État français, mais telle qu'elle est également de plus en plus suivie par nos propres, j'allais dire représentants, par nos propres gouvernements. Qu'est-ce que ça veut dire qu'histoire commune? Et pourquoi il faut veiller à ne pas se faire avoir par ce qui paraîtrait être une formule creuse, mais qui est lourde d'enjeux politiques, mais également idéologiques. La formule peut s'entendre de 2 manières. Une première, c'est de dire qu'il est temps, après 60 années d'indépendance, d'œuvrer à l'écriture d'une histoire, et cette production historiographique, c'est-à-dire cette écriture de l'histoire, doit se faire de manière commune avec les historiens, essentiellement français, mais pas que, également des historiens, comme l'a rappelé Dahou, avec qui nous avons l'habitude de travailler, qui viennent du monde anglo-saxon, États-Unis, Angleterre, Irlande, mais également du Sud global. Donc si on considère que l'histoire commune, c'est juste l'idée que les historiens travaillent ensemble, ma foi, il n'y aurait rien à redire. Et ce n'est pas quelque chose qui n'existe pas, en tout cas, et c'est quelque chose à laquelle on est habitué sans qu'on doive y prêter attention. Mais à relire la manière dont est présentée la politique mémorielle, la politique de reconnaissance française, à relire vraiment en se postant dans l'interligne les différents textes qui font reconnaissance des meurtres commis par l'État colonial, que ce soit celui de Ali Boumendjel, que ce soit celui de Maurice Audin, ou que ce soit le communiqué du 17 octobre 1961, pardon, y compris le communiqué de reconnaissance en faveur des Harkis, et y compris celui en faveur du massacre de juillet 62. Lorsqu'on met bout à bout tous ces textes-là, on s'aperçoit que l'enjeu derrière, c'est ce que j'appelle un révisionnisme historique. C'est-à-dire c'est une relecture de l'histoire par le biais d'une valeur positive, vertueuse, qu'on appelle réconciliation. Et on nous fait passer finalement, j'allais dire, la pilule, qui est assez dangereuse de mon point de vue, qui est celle du révisionnisme, en nous disant que finalement, nous ne voulons qu'une histoire apaisée, nous voulons qu'aller vers l'avant, et nous voulons finalement construire un avenir beaucoup plus radieux. Et cet avenir, cette obligation de construire un avenir avec la France, nous serait dictée par notre longue histoire coloniale. Il faut le rappeler, c'est 132 années de dépossession, de crimes, 132 années de discrimination réglée par la loi, et qui a pris fin avec une guerre de libération nationale, notre guerre d'indépendance, une guerre qui a été déclenchée par le Front de libération nationale, mais la responsabilité première de la guerre, elle est recherchée du côté français. Donc, ce qui n'est pas présent dans cette idée d'histoire commune, telle qu'on nous la présente, ce qui est évacué à chaque fois, c'est la question de la responsabilité de l'État français. À aucun moment, elle n'est abordée dans aucun des textes de la reconnaissance. Si vous prenez le texte de Ali Boumendjel, l'exercice de style, si j'allais dire, est encore beaucoup plus vicieux, puisque on ne sait plus de qui, entre Ali Boumendjel et l'État français, est en dette l'un vis-à-vis de l'autre. Alors c'est vrai, on reconnaît le meurtre de Ali Boumendjel, mais il n'y a aucune manière d'imputer ce meurtre à une personne qui devrait rendre compte de cela. Et on commence la reconnaissance d'Ali Boumendjel par une notice biographique qui rappelle qu'il est né en 1919 à Rilizène, qui est né d'une famille éclairée, c'est pas exactement les termes, je pourrais vous les donner, je les ai sous les yeux, mais l'idée est de rappeler tout ce que la carrière de Ali Boumendjel doit au génie français. Et avant de se présenter comme assassine, la France se présente comme étant le principe d'engendrement de Ali Boumendjel. Autrement dit, Ali Boumendjel, il n'est pas d'abord l'enfant de ses pères et mères, mais il est d'abord un produit de la France. Et c'est comme ça que se lit dans l'implicite le texte de la reconnaissance française de Ali Boumendjel. Et l'idée
derrière cela, c'est de dire que finalement, paradoxalement, le plus grand succès de la France en Algérie, c'est l'indépendance. Parce que si l'indépendance a réussi, c'est parce que la France a réussi à élever à la dignité d'homme des personnes qui étaient reléguées dans les limbes de ce qui serait une infracivilisation. Donc, tout nous oblige à un exercice attentif de lecture dans l'interligne lorsqu'on nous présente ces textes de reconnaissance qui, pour ma part, ne sont pas de la reconnaissance. Parce que la première idée qui n'y est pas, la première impression, en tout cas que j'ai à lire ces communiqués, c'est la scrupuleuse attention de celui qui écrit à éviter que derrière chaque virgule, derrière chaque mot choisi, ne se pose la question de la responsabilité de l'État français, ne se pose la question de la justice. Alors on nous offre, en substitut, la mémoire, la reconnaissance de choses qu'on savait, la vérité, pardon, on nous dit, de choses qu'on savait déjà. Je veux dire, on savait déjà qui a tué Ali Boumedienne. On le savait également pour Maurice Audin. On le sait également pour le crime de masse, crime d'État, le 17 octobre 61 à Paris. Je veux dire, il n'y a pas de vérité qu'on ne sache pas qui a été divulguée. Mais parce que cette vérité aurait été articulée de la bouche de l'État français, elle nous vaudrait comme toute justice. Alors, il y a une question qui se pose, et je la pose à vous, parce que c'est une chose que je n'arrive pas à comprendre, c'est pourquoi cette idée de justice n'arrive pas à faire son chemin au sein de notre propre société algérienne. Il y a une chose, il y a une forte incompréhension, il y a une forte, j'allais dire colère, mais je ne sais pas si c'est le mot, parce qu'en utilisant le mot colère, on nous renvoie tout de suite à de la subjectivité, et c'est quelque chose qui est disqualifiant. Je suis parti cet été à Accra, au Ghana, une conférence qui a été organisée par l'Union africaine, sous l'égide du président ghanéen, sur les questions de réparation, les questions de réparation de justice des crimes coloniaux. Et les gens me posaient une question à laquelle j'étais honteux parce que je ne savais pas répondre, et honteux parce que je pensais qu'ils avaient raison. Et ils nous disaient, mais l'Algérie n'est pas là où on l'attend. Sur ces questions de réparation des crimes coloniaux, vu l'expérience de notre propre pays, de notre propre société, au regard de ce qu'a été la colonisation française, nous ne sommes pas les premiers à s'engager ou à avoir un engagement fort. Et quand je dis un engagement fort, ça veut dire un engagement politique, parce que c'est des rapports de force, donc des rapports d'État à État. Nous ne sommes pas là où on attend l'Algérie, c'est-à-dire de prendre en charge, d'avoir un agenda politique sur la question de la réparation des crimes coloniaux. Et quand je parle de crimes coloniaux, je ne parle pas des crimes liés à la guerre d'indépendance, simplement, je parle aussi des crimes de conquête. Et on ne peut pas se suffire d'une mémoire dite commune, on ne peut pas se suffire d'une politique de reconnaissance pour considérer que justice est faite. Je veux dire, la question essentielle qui est posée, elle ne nous est pas posée en tant qu'Algériens, elle nous est posée en tant que personnes ayant eu à subir une violence asymétrique de la part d'un appareil d'État qui avait tous les éléments pour pouvoir atteindre à nos corps, atteindre également à notre histoire et à nos identités. Et c'est la question de la dignité de ce que nous sommes en tant que justiciables. La question, c'est de dire qu'un État ne peut pas se prévaloir d'un délai de 60 ans pour dire tuer aujourd'hui, demain, on pourra toujours réclamer le pardon sans que justice ne soit rendue. C'est loin d'être une question qui est limitée simplement aux Algériens, mais si la question m'a été posée ainsi au Ghana, c'est parce que nous étions quelque chose, nous représentons quelque chose. Et nous ne le sommes plus. Enfin, je le dis à peine, je le dis en souriant, mais c'est pas. Il y a quelque chose de très dramatique pour ma part et de très déprimant, véritablement. La dernière visite du président français, vous allez me dire, je parle beaucoup du président français et de la France, mais parce qu'on en est encore à une attitude responsive. On n'en est jamais à être à l'initiative de ce que devrait être notre propre regard sur nous-mêmes et sur ces questions des crimes. Était quand même assez incroyable, tant du point de vue protocolaire, où on ne savait plus qui était l'invité de l'invitant, tant du point de vue des annonces qui ont été faites sur notamment cette question de la commission mixte d'historiens. Moi, je ne suis plus sur les réseaux sociaux parce que je pense que c'est un espace assez névrotique et maladif, mais j'ai pas entendu de voix, je veux dire, critique qui aurait pu nous dire, et en tout cas se faire entendre en disant « Attention, il y a quelque chose qui se joue là maintenant et qui est finalement à l'opposé de tout ce qui faisait, si je peux dire, notre ADN en tant qu'État indépendant, en tant que champion du tiers-mondisme, et c'est pas ringard de le dire et de le revendiquer, et en tant que champion finalement d'un peuple avec toutes ses contradictions,
qui a été l'étendard d'une lutte pour son émancipation, pour sa libération nationale. Et là, on nous vend de l'histoire commune sous prétexte que parce qu'on aurait partagé un espace de souveraineté commun, parce qu'on aurait noué des interactions au quotidien avec la population coloniale, ce qu'on appelle communément et de manière très caricaturale les pieds noirs, parce qu'il y aurait eu ce siècle et demi d'interaction, il y aurait comme prescription des crimes de guerre. Il y aurait comme prescription des crimes coloniaux. Il y a autre chose, moi, qui m'agace davantage, et c'est une question que je nous renvoie à nous-mêmes en tant qu'héritiers de cette histoire-là. On ne peut pas se dire que parce qu'on a gagné l'indépendance, que notre drapeau se suffit pour toute justice. C'est pas possible. J'entends souvent quand je parle de cette question de justice, on dit mais c'est réglé, nous sommes les vainqueurs. On a eu l'indépendance. Et parce qu'on a eu l'indépendance, c'est comme si que toute la question de justice suspendue, de ces crimes coloniaux, de ces crimes de conquête, de ces crimes pendant la guerre d'indépendance, aurait été, si vous voulez, réparée. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas possible. Et je pense qu'il n'y a pas de fierté simplement à avoir en se disant nous sommes indépendants maintenant, donc nous n'avons plus rien à demander à la France. Ce n'est pas demander à la France. Ce qu'on le fait d'abord, c'est qu'on le fait pour nous-mêmes et on le fait d'abord pour ce quart de population décimé pendant la guerre de conquête coloniale. Il y a souvent des discussions que je nourris ici avec des amis, avec Rim notamment, on en a parlé dernièrement, avec Rania qui n'est pas là aussi, mais on en parle souvent. On parle souvent des crimes coloniaux. On parle de Bugeaud, vous savez, c'est une figure qu'on connaît tous, notamment dans les poésies populaires en Algérie. On parle des enfumades, on parle des colliers d'oreilles par certains colonels de l'armée d'expédition d'Afrique. Mais tout ça, ça reste une abstraction en réalité. Quand on y réfléchit vraiment, c'est mon point de vue, il est contestable, mais je pense qu'on ne prend pas l'ampleur de ce qu'a été la guerre de conquête. Il n'y a pas eu véritablement de récit, de narration réinventée sur ce qu'a été la conquête française. Autant du point de vue des historiens, autant que de la production cinématographique. Je ne dis pas que les travaux n'existent pas, je ne dis pas qu'il n'y a pas eu une production cinématographique, mais il y a une révolution esthétique à laquelle on doit tous s'atteler, qui à mon avis n'est pas encore engagée sur ces questions-là. Et tant que cette question-là de la violence coloniale, tant que cette question des crimes coloniaux restera une pure abstraction, on sait ce qu'a été la conquête, on sait que ça a été violent, mais on n'a pas le détail de ces massacres, on n'a pas le détail de ces souffrances, on n'a pas, si vous voulez, métabolisé ces crimes coloniaux contre notre population dans une trame narrative qui permettrait de travailler à notre identité narrative, à ce qui fait ce qu'on est. Et ça, il y a une double responsabilité. Il y a une responsabilité institutionnelle parce qu'il n'y a pas de soutien d'institution à la production de la connaissance. Mais il y a aussi une responsabilité individuelle des historiens, je pense. La nôtre, la mienne, peut-être celle de Dahou aussi, et celle d'autres. Et le danger avec cette commission historique qu'on veut mettre sur pied, alors je vais dire ça, mais je ne sais pas si... Bon, je ne suis pas là pour me faire d'amis, j'évite de me faire des ennemis. Aller maintenant dans une commission mixte d'historiens, donc déjà il faut se poser la question de quel est le but de cette commission. Moi je m'y oppose, parce que je pense que le but n'est que politique. Et deuxièmement, quand bien même, ok, on serait d'accord pour y aller, une commission, même si ce sont des amis qui se retrouvent non pas face à face mais côte à côte, c'est un rapport de force. Et y aller dans l'état actuel de la recherche en Algérie, ça serait n'y aller que pour discuter des paradigmes d'une école historiographique française, prioritairement. Pourquoi ? Parce que nous n'avons pas d'école historique algérienne. On peut citer des travaux d'historiens qui font leur travail, d'accord ? Pour ceux qui ne savent pas, le travail d'historien, c'est un travail de labeur, d'accord, sur archives, c'est un travail d'abnégation, et aussi c'est un travail qui parfois vous coupe du reste du temps et de la société, parce que ça vous demande juste de vous asseoir et d'écrire, et c'est pas si facile que ça. Beaucoup le font en Algérie, mais se pose la question de qu'est-ce que nous avons produit comme connaissance de nous-mêmes sur nous-mêmes, comme paradigme qui partirait de nos propres expériences plutôt que de discuter ceux qui ont été validés ailleurs. C'est pas dire ce qui se fait ailleurs n'est pas légitime parce qu'il n'est pas algérien. Ce n'est pas une question de nationalité. Encore que, je pense qu'il y a un principe généalogique qui, moi, m'importe dans la manière de produire un récit historique,
c'est que le questionnement n'est pas le même en fonction de notre propre trajectoire historique et familiale. Et j'y tiens à cela. Moi, il y a un principe généalogique duquel je me revendique. Mon questionnement de l'histoire me vient de ma mémoire familiale, me vient de ce qu'a représenté pour moi la France, et même après 62, parce que j'ai grandi en France. Donc pour moi, si vous voulez, ça ne s'est pas arrêté en 62, cette histoire-là. Et mon questionnement vient de là. Ce que je veux dire par là, c'est que il y a véritablement, j'ai envie de dire, et c'est pas vrai, mais j'ai envie de dire que finalement, la question des archives est secondaire. En disant ça, je le dis avec luxe parce que c'est vrai que je peux avoir accès aux archives quand je vais en France ou ailleurs, au Maroc ou en Tunisie. Mais la question première avant les archives, c'est de penser finalement à réinventer nos paradigmes. Et il est vrai que cette question de réinvention des paradigmes se fait aussi à partir de la base des archives. Mais il faut aussi inventer ses propres archives, comme le disait Dahou. Et ces propres archives, on les invente par notre propre questionnement. Qu'est-ce qui nous préoccupe aujourd'hui? Qu'est-ce qui devrait faire sens et dont on n'arrive pas à rattacher cela, non pas à une continuité historique, c'est quelque chose qui est discutable, mais à quelque chose dont on sait qui vient de plus profond, mais dont on n'arrive pas, si vous voulez, à avoir tous les éléments du puzzle qui permettraient de faire sens. Et cette question-là, ce n'est pas l'archive coloniale qui vous le donne, c'est aussi notre propre questionnement. Et nous sommes loin de pouvoir produire un questionnement qui soit validé dans nos institutions universitaires et qui permette de faire école. Et quand je dis faire école, ça veut dire qu'il faut qu'il y ait une transmission de génération en génération pour pouvoir discuter ces paradigmes-là, les améliorer, les critiquer. Et là, à l'heure actuelle, on ne parle pas de ça. On ne parle pas d'ouverture de poste de chercheurs en histoire. On ne parle pas de renouvellement de l'historiographie algérienne. On parle de commission mixte. Parce que derrière, c'est une transaction diplomatique. Il faut être clair, c'est une question diplomatique. Mais il y a un danger véritablement, je veux dire, on peut considérer que cela relève du pragmatisme politique, on peut le critiquer, on peut considérer que l'Algérie tire bien son épingle du jeu dans ce rapport de force nouveau avec la guerre en Ukraine et essayer de renouveler des partenariats avec la France. Rien ne l'empêche de faire cela, mais pas au nom d'une mise finalement en berne définitive de ce qui pourrait faire la singularité d'une école historique algérienne. Je dis bien, je le répète, ce n'est pas une question de personnalité, c'est une question d'individu. Il y a des historiens qui travaillent, mais nous ne faisons pas école. Je veux dire, si vous regardez les grands courants de l'historiographie mondiale, on discute de la micro-historia en Italie, on discute des subaltern studies en Inde, on discute des concepts forgés par l'école d'anthropologie aux États-Unis. Qu'est-ce que nous avons proposé, nous, au monde, en partant de notre expérience historique? Qu'est-ce que nous avons proposé, hormis de dire que la colonisation, c'est pas bien? Nous en sommes encore à dire, finalement, la seule chose qu'on puisse dire, c'est comme si nous étions dans une obligation renouvelée et permanente de rappeler « Ah, vous savez, la colonisation, c'est pas bien. » Ok, c'est une évidence pour beaucoup de monde. Hein. Pas peut-être pour les nostalgiques, mais c'est une évidence de dire que la colonisation, c'est pas bien. Et qu'est-ce qu'on fait pour aller au-delà de cela, de ce constat-là? Qu'est-ce que nous proposons au monde qui, à partir de nos propres expériences, pourrait travailler à finalement un meilleur monde? Et ça passe par le narratif, mais ça passe aussi véritablement par mettre en avant la question première, qui n'est pas la question de l'histoire commune, de la mémoire commune, de l'apaisement, de la réconciliation. Nous ne sommes pas en guerre avec la France, encore moins avec les Français, d'accord? C'est la question de justice. Et la question que je pose, c'est pourquoi la question de justice est impertinente? Pourquoi, lorsqu'on évoque la question de justice, on nous renvoie à une figure du ressentiment, à une figure d'être revanchard? Pourquoi ce n'est pas digne de dire que l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité, c'est quelque chose avec lequel on peut aussi composer en tant qu'Algérien? Pourquoi ce ne serait pas applicable à nous-mêmes? Pourquoi nous n'arrivons pas à faire de cette question de justice notre agenda premier? Voilà.